Amis auditeurs, bonsoir. Vous écoutez, comme tous les dimanches soirs, Méridien Zéro. Ce soir, une émission consacrée à un sujet brûlant, en tout cas plus brûlant que certains qui ont pu être évoqués ce mois-ci, parce que ça a trait globalement à l'actualité, puisque nous allons parler de la Palestine, et que cette émission intervient dans de nouvelles révélations, qui n'en sont d'ailleurs sans doute pas vraiment, puisque si vous avez écouté les actualités ces derniers jours, vous avez pu voir que les fuites à la mode Wikileaks commençaient à toucher aussi ce qui peut se passer au Proche-Orient, et également l'attitude donc de dirigeants, tant que ce soit en Israël qu'en Palestine. Voilà. Et donc cette émission sera consacrée à ce sujet. Pour en parler, comme d'habitude, il va m'en vouloir, Eugène. Donc Bonsoir Eugène Crampon, Aliénor, Bonsoir. à ma droite, et surtout Zacharias Adam. Bonsoir. Qui va nous parler, qui va intervenir ce soir sur ce sujet. Alors pour vous présenter un petit peu, donc vous avez participé, c'est un sujet que vous suivez de façon assez pointue. Vous avez participé à un certain nombre de convois qui ont forcé en fait la frontière et qui sont rentrés en Palestine et sur la bande de Gaza. Oui, absolument. Voilà. Et par ailleurs, vous êtes quelqu'un qui est proche quand même du mouvement nationaliste, puisque vous pouvez participer au journal Flash. Absolument. Voilà. Alors, en fait, on va organiser l'émission un petit peu de la façon suivante. Bon, c'est vrai que c'est un sujet qui fait pas l'actualité tous les jours, mais qui est quand même assez régulièrement à la une, et qui en même temps, lorsqu'on regarde un petit peu autour de nous, est souvent l'objet d'une grande méconnaissance. Certes. Parce que c'est un sujet qui fait l'objet évidemment d'une multiple propagande et multiple désinformation, qui est évoqué pourtant dans l'enseignement secondaire, puisque ça fait partie du programme en particulier dans les lycées. Mais pour autant, on va être quand même amené à rappeler un certain nombre de bases historiques, on va dire. Alors, on ne va pas y consacrer trop de temps, puisque l'objet de notre émission, c'est de parler de la Palestine aujourd'hui. Mais on va être amené quand même à rappeler un certain nombre de choses de ce point de vue-là. Et donc, on fera ça, entre autres, avec l'ami Crampon, puisqu'on reviendra sur un certain nombre de dates, etc. Voilà. On peut commencer par justement l'histoire de... Et puis on parlera aussi, parce qu'il faut en parler, puisque c'est un petit peu le cancer de notre mouvance actuellement, les dérives sionistes de l'extrême droite française et européenne. Bien sûr, puisque le mois de décembre est venu apporter la confirmation qu'une fois de plus, le mois de décembre et le mois de janvier d'ailleurs, sont venus apporter la confirmation que c'était quand même devenu le péché mignon d'une partie du mouvement, j'ose plus dire nationaliste, parce que là on est au-delà, on est dans la 4e dimension. Alors, si on revient donc sur le conflit israélo-arabe et sur la question de la Palestine aujourd'hui, donc difficile de faire l'impasse sur les origines d'Israël, puisque c'est quand même l'un des cœurs du problème, et il va être difficile de trouver des solutions pour les Palestiniens sans revenir sur un certain nombre de choses qui justifient pour Israël, évidemment, et pour tous ceux qui soutiennent cette entité, son existence. Bon. Alors, on n'est pas obligé de remonter très très loin. Non, on va aller à l'essentiel. Disons qu'actuellement, la société israélienne, elle est travaillée par beaucoup de courants, beaucoup d'idées. Et il y a beaucoup de gens qui remettent en cause, d'ailleurs, les fondements, quelquefois même la légitimité de l'État d'Israël. Je vais prendre 2 exemples. Il y a 2 ans, il y a un livre qui a été écrit par un grand professeur de l'université hébraïque de Jérusalem qui s'appelle Shlomo Sand. Ce livre s'appelle « Comment le peuple juif fut créé », où il raconte que finalement, les juifs aujourd'hui, à travers la planète, n'ont que peu à voir, ethniquement et génétiquement parlant, avec les Judéens originels de la Bible. Donc la conclusion du livre, c'était à quel titre ces gens-là peuvent demander aux habitants qui, eux, sont là depuis des temps immémoriaux, c'est-à-dire les Palestiniens, de partir pour leur laisser la place, alors que par définition, ces gens-là n'ont pas un gène judéen originel, il y en a très peu.
Deuxième possibilité, il y a beaucoup de gens qui remettent en cause, sur les bases de l'archéologie, l'existence même ou la légitimité de l'État d'Israël sur cette terre. On les appelle même, la presse israélienne s'est déchaînée contre eux, elle les appelle les révisionnistes bibliques. Ils disent des choses tout à fait intéressantes. Par exemple, l'État d'Israël revendique, pour légitimer sa présence sur cette terre, le fait d'avoir construit tel temple ou tel monument, etc. Or, quand les archéologues, qui sont juifs eux-mêmes, grattent un peu la terre, ils se rendent compte qu'en dessous, il y avait déjà des fondations de monuments qui avaient été fondés par des peuples qui étaient là auparavant. Vous voyez que l'État d'Israël aujourd'hui est traversé par des courants sur son identité. C'est pas quelque chose, c'est pas non plus une société unifiée. Est-ce qu'ils le sont dans le combat contre les Palestiniens? C'est ce à quoi on va répondre ce soir. Ouais. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que en effet, les torpilles les plus critiques sur la Vulgate et sur le discours dominant viennent en général en effet d'Israël. Je pense là aussi à un livre de Tom Negev qui s'appelle Le 7e million, qui était assez intéressant sur l'utilisation de la Shoah par rapport à l'existence d'Israël. On pourrait aussi parler de la fabrique. Aussi, l'industrie de l'Holocauste de Malcolm Finkelstein. Exactement. Il n'empêche que, malgré en fait l'existence de ces courants critiques, et qui sont pourtant en général assez virulents, ça ne vient pas déstabiliser en fait le sionisme en tant que tel, qui tire ses fondements en gros de la fin du 19e siècle, et du courant nationalitaire, on va dire, européen, c'est-à-dire de toutes ces nationalités qui, de par l'Europe, revendiquent un État. Et donc le sionisme en fait partie, avec une personnalité majeure qui est Theodor Herzl. Juif autrichien. Voilà, hongrois, je crois. Autrichien, hongrois. Oui, c'était le même empire. Oui, c'est ça, austro-hongrois, donc. Juif austro-hongrois. Qui est en général la figure la plus connue comme fondateur du sionisme. Et un congrès, donc, qui est le congrès de Bâle, dont la date m'échappe par contre. Je crois que c'est 1897, si mes souvenirs sont bons. 1896, mais d'accord. Le temps en Autriche et en en Hongrie. Commun, ne rentrons pas dans des querelles de chiffres. Donc, qui en gros est le mouvement qui va porter la revendication d'un État-nation pour tous ceux qui se reconnaissent l'identité juive, qu'elle soit ethnique ou religieuse. C'est quand même où ça a vraiment commencé la question de la création d'un État de Palestine avec la déclaration de Balfour. Oui, alors donc il faut replacer un petit peu le cadre. Donc la Première Guerre mondiale arrive, et évidemment toute cette région-là est occupée par l'Empire ottoman, puisque en gros l'Empire ottoman va de la Turquie actuelle jusqu'au sud de l'Égypte. Et donc cette région étant relativement importante pour les Britanniques, ils essaient de voir comment il serait possible de déstabiliser l'occupation ottomane dans cette région du monde. Et Balfour, qui est un ministre britannique, fait une déclaration dans laquelle, en gros, il promet un État-nation pour les Juifs au Proche-Orient. Bon, c'est ce qu'on a appelé la déclaration Balfour. Alors c'est important de connaître un petit peu, on ne va pas s'apesantir sur tous les chiffres ce soir, mais à l'époque, quand Balfour promet de créer un foyer national juif sur la terre palestinienne à l'époque, les Juifs à l'époque sur cette terre, ils sont 56 000. Les Palestiniens, ils sont 670 000. On voyait déjà un peu l'aberration. Un rapport de 1 à 10, mais par contre, évidemment, on n'était pas dans les mêmes relations d'influence et d'impact sur la région. D'ailleurs, la déclaration Balfour est adressée à un monsieur Rothschild. Oui. C'est-à-dire qu'elle va être ensuite popularisée et Rothschild va en faire la promotion. Mais est-ce que je peux me permettre une petite précision peut-être, c'est qu'en 1896 ou 17, selon notre ami Gênes, alors l'important c'est de voir que les Juifs à ce moment-là n'ont pas l'idée très précise de l'endroit où pourrait être implanté le foyer juif, tout simplement parce que les Juifs à cette époque-là sont plutôt des laïcs, sont plutôt des libéraux. Ils ne sont pas leur ambition de la création de l'État d'Israël n'est pas en lien direct avec la mythologie, je dirais, juive. Donc, la première proposition de Herzl est de créer un foyer juif, national juif, en Argentine. Et c'est avec le temps
que on va passer de l'Argentine à la Palestine. Alors le premier congrès est important, mais c'est aussi la publication de son livre, que je ne m'hasarderai pas à prononcer en hongrois ou en autrichien, qui est de l'État juif, si vous voulez. Judenstaat. Voilà. Merci infiniment, Eugène. Voilà. Donc voilà, c'était tout. Donc juste dire qu'au départ, c'était pas forcément la Palestine qui était visée, mais quelque chose de beaucoup plus. On a même parlé à un moment donné, peut-être même de Madagascar, voire du Kenya à un moment donné. De l'Ouganda aussi. Fabuleux. Oui, des endroits où, a priori, il n'y avait pas grand monde. Enfin, en tout cas, un petit peu moins qu'en Palestine. Il y avait peu de juifs, forcément, en Ouganda. Par contre, voilà, non plus. Donc, cette situation s'enchaîne en fait avec le mandat confié à l'Angleterre sur la Palestine, puisque le démantèlement de l'Empire ottoman voit le Proche-Orient découpé en deux grands mandats, qui sont en gros le mandat français sur le Liban et la Syrie, et les Anglais qui obtiennent le mandat sur la Palestine et sur l'Irak, principalement. Et la Jordanie. Et la Jordanie, tout à fait. Et donc on arrive évidemment à la Seconde Guerre mondiale, qui va être le tournant pour cette région, le tournant historique. Alors non seulement la Seconde Guerre mondiale en elle-même, mais évidemment l'immédiat après-guerre. Ceci étant, c'est vrai que les problèmes commencent dès les années 30, puisqu'il y a une immigration juive en Palestine qui est quand même assez importante, et qui dès cette époque déstabilise globalement la région. Absolument. Même un petit peu avant, puisque on a le dernier sultan ottoman, donc Abdelhamid II, qui fait passer, si vous voulez, vous aviez dit tout à l'heure que l'Empire ottoman s'étendait grosso modo de la Turquie actuelle jusque sud de la péninsule arabique, grosso modo, Yémen, oui, etc. Oui, en gros. En fait, c'est vrai et c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où il y a des dépendances, il y a des colonisations, je dirais, directes, donc administrées directement par Istanbul. Il y a tout un tas de zones périphériques qui sont en dépendance, comme la Tunisie actuelle, l'Algérie actuelle, ce qu'on appelle les beys, les deys, etc. sont des autorités locales, mais directement sous autorité du calife Abdelhamid II. La petite particularité de la Palestine, c'est qu'au départ, c'est en effet une dépendance, mais le calife souhaite l'administrer directement. Pourquoi ? En réaction justement à l'immigration ou l'émigration massive de juifs d'Europe vers la Palestine, qui commencent à acheter des terres, qui commencent à acheter des maisons. Et donc il promulgue un certain nombre de lois qui interdit la vente de maisons, de terres, et qui permet un petit peu de ceinturer, si vous voulez, cette hémorragie européenne vers la Palestine. Et si je peux me permettre d'ajouter une petite chose, c'est qu'il interdit le visa au-delà de 30 jours à tous les juifs n'étant pas ottomans, n'étant pas sous l'autorité directe de l'Empire ottoman. Voilà. D'accord. Oui, donc une prise de conscience qui est quand même relativement précoce. Les Anglais, en fait, pendant la guerre, gèrent à peu près comme ils peuvent la situation, qui en fait se dégrade réellement à partir de 1945, et donc avec évidemment la prise en compte de ce qui s'est passé en Europe, et de la politique menée par le national-socialisme non seulement en Allemagne, mais évidemment sur les terres qu'il occupait. Alors, ça nous amène évidemment sur les raisons de la création de l'État d'Israël, en fait, quelle logique, mais aussi quel argent. Eugène ? Quelle logique, il y en a une, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, le massacre des populations juives en Europe, ces gens-là cherchent en partie à quitter les terres sur lesquelles ils ont subi des persécutions, et ils cherchent à rejoindre, ce qu'ils considèrent être la maison mère. Donc en 1948, ils intriguent, le mot est choisi, ils intriguent auprès notamment du président des États-Unis pour que leur soit donné de manière officielle des terres en Palestine. Et ce qui fait qu'en 1948, quand l'État d'Israël est créé, on leur donne 60% du territoire palestinien, 60%, et les meilleures terres fertiles. C'est pas un chiffre qui tombe du ciel, 60% et les meilleures terres fertiles.
Et puis arrive... Je crois qu'il y avait le désert du Negev quand même. Oui, avec des avec l'argent qui a coulé à flot, ils s'en sont toujours vantés en disant, vous voyez, dans le Negev, les Arabes, ils font pousser que des cailloux, ils y traînent des biques. Nous, vous voyez, on fait pousser des tomates et des cerfs. Sauf que l'argent n'arrive pas à flot comme ça pour la cause palestinienne, ni pour les Palestiniens. Hein. C'est pas la même chose, on ne vit pas sur la même enveloppe. Là, hein. On peut dire qu'il y a un certain chantage affectif et moral avec la Shoah qui a eu lieu, qui a quand même grandement aidé à l'obtention. Bien sûr. Est-ce que je peux me permettre de remonter un petit peu en avant à la Première Guerre mondiale, si vous le permettez? Oui, bien sûr. Non, c'est simplement que lorsqu'est déclarée la Première Guerre mondiale, les belligérants pensent que c'est une guerre qui va aller relativement vite. Or, ce n'est pas du tout le cas, et la guerre est très très gourmande en fonds, et la France et l'Angleterre, épuisées par l'effort de guerre, se tournent vers les États-Unis pour aller emprunter de l'argent. Sauf que aux États-Unis, les banques qui ont de l'argent sont souvent des banques juives, et la banque centrale, qui contrairement à la banque en France, notre banque de France est publique, la banque centrale aux États-Unis est une banque privée et principalement détenue par des banquiers juifs. Donc de là, on leur dit, bien sûr, on va vous prêter l'argent que vous souhaitez avoir, mais en échange, vous nous donnez des options sur la Palestine. Donc ce qui est tout à fait vrai dans ce que vous venez de dire, il y a une proto-histoire, je dirais, qui se situe déjà lors de la Première Guerre mondiale. Oui. D'accord. Oui, donc des racines qui sont quand même relativement anciennes. Alors, la situation de la Palestine en 1948 est relativement simple. Donc, en effet, un partage qui est à peu près de 40-60%, qui ne correspond pas évidemment au partage de population. Alors, on n'est pas sur un rapport de 1 pour 10. Oui, à peu près. On est à peu près là-dessus. Oui, globalement, c'est-à-dire un rapport qui était celui... Tout ça accentué dans un contexte de terrorisme. Il faut les dirigeants israéliens qui, pendant des années, ont dénoncé, ou dénoncent toujours d'ailleurs le terrorisme palestinien, ces gens-là, ils savent de quoi ils parlent, parce que l'État d'Israël est né du terrorisme des groupes sionistes. Il faut en citer quelques-uns. Le groupe Stern, l'Irgun, etc. Yitzhak Shamir, qui était un des premiers ministres israéliens, est sorti du groupe Stern. Il faut dire que juste avant la proclamation de l'État d'Israël, au moment où l'Angleterre avait toujours mandat de l'ONU pour gouverner ces territoires-là, ils s'en sont pris directement à l'ONU 2 fois. Ils ont fait sauter le siège d'un état-major de l'ONU, le fameux attentat contre l'hôtel King David, je crois qu'il a tué 92 personnes. Un médiateur de l'ONU est venu un petit peu pour remettre de l'ordre, le comte Folke Bernadotte, c'est un Suédois, ils l'ont abattu. Vous voyez, ils sont nés quand même dans un contexte de violence. Ils savent de quoi ils parlent aussi, quand on parle de terrorisme. Si je puis me permettre, encore pour Tu peux tout te permettre. Merci infiniment, Eugène. Vous êtes trop bon, Saint-Eugène. Non, simplement dire que c'est une histoire à plusieurs étages, je dirais. Tout ce que l'on a dit autour de cette table est vrai et se situe à différentes strates. Il y a une strate qui me paraît important quand même d'être rappelée, c'est que durant la Première Guerre mondiale, j'y reviens, les Arabes et les Turcs sont aux côtés de l'Allemagne. Entre-temps, on l'a dit tout à l'heure, une émigration massive de Juifs européens se déplace vers la Palestine. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, le Moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, entre en contact direct avec le Führer. Il est reçu, d'ailleurs, c'est le secret de personne. Et de là, on fait en sorte que, par exemple, les Bosniaques musulmans en Europe s'engagent dans l'armée allemande, mais que aussi les Arabes sur leur territoire respectif agissent contre les Anglais au profit des Allemands. Et d'ailleurs, l'Afrika Korps va faire une livraison d'armes de 30 000 mitraillettes, enfin je ne sais pas ce que c'est qu'à l'époque comme arme, mais enfin on mentionne le chiffre de 30 000 armes pour équiper ces armées arabes contre les Anglais et contre les premiers colons sionistes. Donc il y a une double défaite, c'est-à-dire que la défaite de la Première Guerre mondiale de l'Allemagne, Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne perd une seconde fois, et donc les Arabes sont à chaque fois du côté du perdant. Donc c'est aussi un fait, je veux dire, aggravant dans la situation. Et ensuite, on leur reprochera bien sûr d'avoir été si proches de fréquentations aussi peu recommandables. En même temps, pas tous les Arabes, Zacharias. Non, bien sûr. Non, absolument pas. Il y a quand même l'épopée de Laurence. Oui. Mr. Lawrence. Et puis, il y a quand même les liens entre la famille saoudienne, enfin la famille Saoud et les États-Unis. Tout à fait.
C'est vrai que globalement, c'est vrai que une partie de l'opinion arabe a été du côté des perdants, une autre partie, peut-être à la limite plus au niveau des élites d'ailleurs. Quand on parle de Laurence d'Arabie et le fait qu'il ait été le lien entre un certain nationalisme arabe et l'Empire britannique, c'était surtout contre les Ottomans en fait. C'est-à-dire que les Arabes ne voyaient pas l'Empire ottoman comme on pourrait le voir aujourd'hui, une espèce de grand truc où la Oumma musulmane serait... Pas du tout. Les Arabes voyaient l'Empire ottoman comme une colonisation turque. Donc, de là, on était dans des rapports culturels de confrontation. Et comme on le sait, en sciences politiques, on a un adage qui dit « l'état de belligérance est fortement territorialisant ». Dans le sens où quand on se bat, forcément on campe sur des positions et on a tendance à les tenir pour très très longtemps. Donc certes il y a une partie de ce nationalisme arabe anti-ottoman qui est aidé par les Anglais, mais on a aussi une espèce d'alliance entre Arabes aux côtés de l'Allemagne pour limiter cette... Voilà. D'accord. Oui, donc en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, une histoire à plusieurs plans, en fait, plusieurs niveaux. Donc Israël est fondé de façon unilatérale en 1948, puisque l'ONU avait proposé un référendum que les Palestiniens refusent. Alors, c'est vrai que je peux me tromper, vous allez me dire si mon point de vue est en partie faux, Zacharias. C'est vrai que finalement, avec le recul, quelles sont les raisons pour lesquelles les Palestiniens refusent le référendum ? D'une part, évidemment, parce qu'on leur impose de la part de l'ONU. Ils sont chez eux, tout simplement. J'ai toujours eu l'impression aussi que c'était peut-être un excès de confiance dans le soutien des autres pays arabes. Il y a un proverbe arabe qui dit « les Arabes se sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord ». Donc je doute que les Arabes, à ce moment-là, enfin les Palestiniens, aient compté sur les autres... Oui, leur unité, absolument, merci. Aliénor. Alors non, je pense qu'ils refusent un référendum, enfin je pense... Oui, sans trop spéculer, je crois que quand on est chez soi et qu'on pense être légitime chez soi, est-ce que les Serbes du Kosovo auraient accepté un référendum face à l'indépendance de ce pays-là ? Non, ils sont chez eux, je veux dire, et l'indépendance est proclamée par les États-Unis, etc. Donc, et là, ce qui est assez marrant d'ailleurs dans cette, je fais un parallèle volontaire avec le Kosovo parce qu'on comprendra ma position sur ce conflit-là, c'est que 11 heures après le mandat britannique cesse. Le 18 mai 48, je crois, c'est ça. Et on n'attend pas le lendemain pour déclarer la naissance de l'État d'Israël. Donc ça se fait le jour même. Et 11 heures plus tard, Truman déclare la reconnaissance de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'avant même que l'ONU ne déclare l'État comme étant légitime, les États-Unis, qui ont été la force de frappe, mais depuis très très longtemps un peu occulte, de la construction de l'État d'Israël, officialisent le lien 11 heures après la déclaration. C'est les moyens modernes de communication. Donc, Israël se fonde, donc on l'a dit, en partie sur le terrorisme, mais il se fonde aussi sur l'épuration ethnique, puisque la création de l'État en lui-même se fait dans le sang et dans la peur. Alors, au fur et à mesure, ils augmentent leur territoire de façon un petit peu insidieuse. Oui, le terme que tu choisis, Jean-Louis, c'est vraiment l'épuration ethnique. Il y a des villages entiers qui sont attaqués de nuit. Le plus célèbre, on dit que c'est un peu le Oradour sur Glane palestinien, c'est le village de Deir Yassin, où ils passent au couteau, etc., à l'arme blanche, où ils liquident un village entier, les femmes, les vieillards, les gosses. Et puis ils disent, maintenant, ça y est, on est chez nous. Ou alors ils font une pression, une sorte de terreur, de manière à ce que les habitants qui sont là depuis des temps immémoriaux, au fur et à mesure, fuient. Puis après, ils plantent l'étendard sioniste, et puis voilà, ils s'étendent au fur et à mesure comme ça, jusqu'au moment où ils se servent des deux guerres, ils se sont servis des deux guerres, la guerre des 6 jours en 67 et la guerre du Kippour en 73, pour annexer des territoires immenses, notamment le plateau du Golan et notamment le Sinaï. Alors, ils ont mis ça sur le dos en disant on a besoin d'un glacis qui nous protège de la Syrie, etc. On sait aussi qu'il y avait le contrôle de l'eau, etc. Mais enfin, tout est bon pour augmenter le territoire. Oui, et puis de toute façon, dans l'idée impérialiste d'Israël, c'est que, comme vous le savez très très bien, le drapeau israélien représente donc l'étoile de David qui serait l'État d'Israël.
la bande bleue du nord qui serait l'Euphrate et la bande bleue du sud qui serait le Nil. Donc le Grand Israël représente le sud de la Mésopotamie jusqu'au Nil. Voilà. Alors face à Israël, va apparaître dans les années 60 un mouvement. Donc en gros, c'est vrai que la résistance palestinienne, finalement, dans toutes les années 50, n'existe pas. Le choc et la catastrophe a été tel que c'est impossible à envisager. Donc à partir des années 60, par contre, un mouvement de résistance va apparaître. Donc la plupart des auditeurs connaissent, c'est évidemment l'Organisation de libération de la Palestine, donc l'OLP. Donc on peut revenir rapidement un petit peu sur l'idéologie, la stratégie de l'OLP qui est de type frontiste, puisque c'est une organisation frontiste. Alors l'OLP a beaucoup muté, comme beaucoup de mouvements de résistance. À son départ, elle est davantage, comment dirais-je, islamisante, pour ne pas dire islamiste. Puisque le mouvement islamiste de la résistance sera le Hamas, mais qui sera créé plus en 87. Donc l'OLP au départ est islamisante, mais pas islamiste, car il y a à l'intérieur des marxistes, il y a à l'intérieur des laïcs, donc c'est un front, comme son nom l'indique, qui est très largement soutenu par l'ensemble des pays arabes, et qui va mener donc de front une résistance. Alors, il faut savoir une chose, c'est que à ce moment-là, dans les pays arabes, dans les années 50, 60, les idéologies marxistes, marxisantes, socialisantes sont très très à la mode. Donc on ne peut pas penser un mouvement de résistance de manière avec moi contre moi. Il y a forcément un peu comme le Conseil national de la résistance où on trouve des gaullistes, des communistes, des royalistes, etc., peut-être même des fascistes. L'OLP au départ est islamisante sans être islamiste. Voilà. D'accord. Mais au fur et à mesure du temps, il est vrai que du fait de l'aide, notamment du bloc de l'Est, il va y avoir une épuration interne à l'OLP et préférant les options laïques, marxistes, etc., un certain nombre d'islamistes au sens propre du terme, c'est-à-dire des gens revendiquant l'action politique à travers le système normatif islamique, vont quitter l'OLP sans rien créer d'ailleurs au départ, vont simplement se mettre en retrait, et l'OLP aura les franches écoutes pour travailler avec Arafat, comme on connaît un petit peu l'histoire. D'accord. La stratégie globalement choisie est plutôt celle de la lutte armée. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc qui les arme d'ailleurs à l'époque ? On a plein de gens qui les arment. On a évidemment tout le bloc de l'Est qui, en sous-main, aide. Il y a certains pays arabes qui aident. Voilà, donc ce sont des circuits plutôt classiques. C'est la guerre froide bien nommée. Tout à fait. Et la position là, de l'OLP, c'est une non-reconnaissance totale de l'État d'Israël, ou bien c'est une reconnaissance partielle, ou bien... Alors je vous avouerai très cher qu'à ce moment-là, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ne reconnaissez pas l'État d'Israël dans la première partie de l'histoire de l'OLP les accords d'Oslo, de toute façon, les accords d'Oslo les discréditent totalement l'OLP parce qu'ils reconnaissent, et en plus généreusement. Enfin, non, la charte de l'OLP à ce moment-là, sur une destruction de l'État d'Israël, affirmée très clairement. D'ailleurs, ils portent la guerre terroriste même en dehors des frontières, puisque tout le monde se souvient de ce fameux attentat aux Jeux Olympiques de Munich où ils ont frappé les athlètes israéliens. Voilà, donc on a fait un petit peu le bilan, alors rapide. Nous en convenons. Voilà. Pour nous amener donc finalement à la période moderne, on va dire, de la résistance palestinienne, donc qui commence évidemment avec l'intifada. Alors il faut revenir évidemment, donc l'intifada qui là aussi est un mot qui est régulièrement utilisé ou répété ou qui a pu à un moment faire l'actualité sans que forcément tout le monde puisse mettre exactement des choses derrière. Donc on va revenir évidemment sur ce mouvement. Pourquoi l'intifada ? Et d'abord, qu'est-ce que ça signifie en arabe ? La révolte. La révolte, voilà, oui, d'accord. De toute façon, on est dans une situation... c'est un peu la cocotte minute qui n'a pas de soupape pour évacuer la pression, la surpression. Donc on a un peuple palestinien en bouillonnement permanent, mais n'ayant pas franchi le pas de la lutte armée au sens populaire du terme, puisque ça concerne qu'une certaine élite. Et puis un jour, un soldat israélien, pour se faire plaisir, écrase volontairement deux
travailleurs palestiniens, ce qui crée une onde de choc absolument incroyable en Palestine, dans les territoires occupés, et là, appel à la guerre, à la révolte. C'est pas une guerre parce que les gens ont des lance-pierres et au mieux des cocktails Molotov face à des armes, de l'artillerie, des blindés, etc., allègrement fournis par les États-Unis. Donc on est dans un endroit où on va avoir, c'est David et Goliath, pour reprendre la parabole mais inversée, et où les gens expriment leur ras-le-bol de l'occupation, de l'injustice, de la spoliation des terres, de l'expulsion, etc. etc. D'accord. C'est nouveau ça à l'OLP, d'arrêter, à partir du moment où ils sont rentrés dans une phase de guerre des pierres, d'intifada, ils ont stoppé le terrorisme et ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus populaire dans l'imagerie mondiale de voir des gosses lancés contre des pierres. En termes de communication, c'est plus frappant. On a plus de sympathie pour un gosse qui lance une pierre contre un blindé que contre un terroriste. Certes, même si ça, il faudra en reparler de toute façon de la communication et du traitement médiatique du conflit israélo-palestinien et des déséquilibres qu'il peut y avoir dans le traitement. Oui, pourquoi pas. Enfin, je sais pas, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais en même temps, l'intifada se produit à un moment où la coupure est quand même importante entre l'OLP et donc les gens qui vivent en exil depuis des années et la population palestinienne qui est sur place. Oui, bien sûr. Non. Par contre, ça fait émerger une génération de gens qui vont se tourner vers qui ? Vers le Hamas, vers... Alors on dit pas le... Voilà. Alors attention, parce que quand on dit le Hamas, c'est une proposition israélienne. D'accord. Bon, l'arabe et l'hébreu sont deux langues sémitiques. Oui. Il y a une lettre, la première lettre de Hamas existe en arabe mais n'existe pas en hébreu. D'accord. Donc les journalistes hébreux, lorsqu'ils parlent du Hamas, ils disent le Hamas. D'accord. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est repris par TF1, c'est repris par France 2, ouais, c'est repris par France Info. D'où ma reprise. Tout le monde parle du Hamas, mais le Hamas c'est une prononciation israélienne. D'accord. Ça donne un petit peu la tonalité de l'information donnée aussi dans nos chères rédactions. D'accord. Mais donc du coup, vers qui se tournent non, mais c'est factuel de toute façon. Vers qui se tournent ces gens qui vont être issus de cette... Alors la vague, si vous voulez, socialisante, etc., est un peu passée. Et ça va être le moment d'un retour, je dirais, identitaire à l'islam. Et donc, et notamment dans tout le monde arabe, à travers l'immense matrice que représentent les frères musulmans. Donc, créé par Hassan al-Banna en 1928, qui était d'ailleurs à l'origine de la création de l'OLP. Donc, les frères musulmans ont le vent en poupe. Une idéologie liant le texte et le contexte, donc texte avec un grand C, et plutôt pacifique dans son immense ensemble. Les frères musulmans sont présents dans tous les pays musulmans, mais il n'y a pas de terrorisme qui émane de ce mouvement-là. C'est suite parfois à des répressions qu'il peut y avoir des réactions violentes. C'est-à-dire que l'État en place n'accepte pas l'opposition islamiste et frappe de manière extrêmement violente, et de là naît parfois des scissions qui vont devenir violentes. Alors, les frères musulmans... D'ailleurs, juste une parenthèse, on devrait en entendre parler par rapport à ce qui se passe en Égypte. Oui, bien sûr, mais si les frères musulmans étaient un mouvement violent, l'Égypte serait à feu et à sang depuis 1928. Or, c'est tout à fait le contraire. C'est un mouvement qui n'a pas recours à la violence, sauf sur le cas palestinien. Et sur le cas palestinien, donc il y a d'abord le mouvement des frères musulmans, qui est le mouvement Hamas en fait, parce que le mouvement Hamas n'est que la branche des frères musulmans palestinienne, reste très sagement à l'intérieur de l'OLP, mais quand on s'aperçoit que l'OLP n'a plus, ne garde pas le cap, si vous voulez, de l'intransigeance, de la rigueur, de la droiture, alors les frères créent leur propre mouvement qui s'appelle le Hamas. Donc le Hamas, c'est un acrostiche en fait, qui signifie mouvement de la résistance armée. C'est le H, le M et le S. Donc des initiales, et qui, alors comme c'est un acrostiche, évidemment, ça a un sens. Ça veut dire enthousiasme, volonté, entrain, etc. Empathie. D'accord. Et donc le Hamas est créé en 1987, donc finalement très très tard, puisque c'est quasiment 40 ans après la déclaration de l'État d'Israël, et a le vent en poupe. Alors il faut reconnaître que à un moment ils ont été indirectement
laissés libres d'agir pour pouvoir dégonfler l'OLP. Donc la CIA, Israël les ont laissés plus ou moins prendre du terrain parce que ça en faisait en perdre à oui, l'OLP. vieille technique. Voilà. Divisé pour mieux régner. En même temps, il faut dire que l'OLP, à la fin, les cadres, beaucoup étaient totalement corrompus. On sait par exemple que à la fin, Arafat avait des comptes en Suisse, que la plupart de ses comptes en Palestine étaient gérés par la banque Le Mizrahi, qui est une grande banque juive. Donc on pouvait se dire qu'il était plus un danger, quoi. C'était un épouvantail. J'ai des amis politologues qui travaillent beaucoup sur cette région du monde et qui m'expliquaient donc après les accords d'Oslo, lors de la création de l'autorité palestinienne, lorsqu'on survolait les territoires palestiniens, il y avait des taches bleues qui apparaissaient. Et en fait, c'était les piscines. Quoi. Et on reconnaissait l'endroit où habitait un responsable de l'OLP. Quoi. Ça, c'est du vrai, hein, c'est pas du... Oui. Non, Et alors, si l'OLP a perdu un petit peu cette droiture qui est donc le Hamas l'a remplacée, quelles sont les positions exactes du Hamas par rapport à Israël? Alors là, pour le coup, je suis un peu plus au courant. C'est non-reconnaissance absolue, hein, n'est-ce pas, illégitimité totale d'Israël en tant qu'État. En revanche, tout à fait clairement, il revendique aussi l'idée que les Juifs peuvent vivre comme ils ont toujours vécu sur cette terre, au même titre que les musulmans et au même titre que les chrétiens. Donc on retombe, si vous voulez, dans un système normatif d'avant 47. Et même bien avant, parce qu'avant 47, c'est géré par les Anglais, je dirais. On retombe à l'époque où c'était plus ou moins géré par le califat ottoman. Quoi. Mais est-ce que c'est réellement possible de revenir en arrière d'une telle... Votre question est très pertinente, je trouve. Je pense que non. Je pense que les cicatrices sont aujourd'hui tellement... il y a tellement de choses qui ont été faites en termes d'humiliation, de persécution, que je ne crois pas que demain il puisse exister un État avec autant de personnes de confession juive, avec l'histoire de l'État juif tel qu'il s'est comporté vis-à-vis des Palestiniens. Alors le combat politique du Hamas irait dans une impasse? Non, je crois pas. Non, enfin, l'avenir nous le dira. On sait pas comment ça. Mais vous savez, il y a de l'immigration, il y a de l'immigration et de l'immigration. C'est l'histoire de l'humanité. Vous êtes en train de nous dire que le Hamas ne souhaite pas du tout l'expulsion des Juifs de ces territoires. Il souhaite la déjudaïsation de la Palestine. Bien sûr. Que les trois communautés puissent vivre en harmonie. Absolument. Et je vous dis ça de l'intérieur parce que alors, je suis pas membre du Hamas, mais je les ai très très bien connus durant mes différents voyages dans les pays arabes. Et il n'y a aucun souci sur le fait que trois religions puissent vivre sur un même territoire. Ça a toujours été le cas. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, si vous voulez, là-dessus. D'ailleurs, le Hamas, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas ambigu. Il dit ce qu'il fait et généralement, il fait ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de partis islamistes. Les gens se disent, mais comment se fait-il que lorsque on a un maire ou un préfet qui est islamiste, on voit que les routes sont faites, les dispensaires sont là, les écoles sont entretenues, et ils disent mais c'est parce qu'ils reçoivent de l'argent du Golfe, etc. pour pouvoir être... Mais c'est absolument pas ça, c'est simplement qu'il y a moins de corruption, et donc comme il y a moins de corruption, l'argent est réellement utilisé où elle doit l'être, c'est tout simplement. Alors, par contre, comme animateur, je vais recadrer un petit peu, parce que là je pense que je vous sens partir sur la période actuelle, il faut juste qu'on finisse un tout petit peu la mise au point. Bon, globalement, donc, première intifada, échec, globalement. Oui, bien sûr. Échec. Deuxième... Qu'est-ce qu'ils attendaient là. Oui, de toute façon, voilà. Deuxième intifada, là aussi une situation qui... Est-elle finie d'ailleurs? Elle est timide, hein, si elle n'est pas terminée. Il reste des pierres à acheter. Oui, voilà, c'est ça, à acheter. Non, mais elle est certainement, elle est timide. Maintenant, il faut savoir que le Hamas a largement été affecté par l'assassinat de ces différents responsables, notamment le Cheikh Ahmed Yassine, une personne extrêmement dangereuse, puisque paraplégique, ne pouvant bouger que ses doigts et sa langue, extrêmement dangereux, tué le matin où il se rendait à la mosquée par un missile, enfin je sais pas. Un missile guidé. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, globalement... une situation qui est une situation de division actuelle de la Palestine. Et donc, ce qui nous amène à voir qu'est-ce qu'il y a de palestinien aujourd'hui.
Il reste 28% aujourd'hui. 28% en peau de léopard. Hein, voilà, c'est ça. Et donc, en effet, on sera amené à en parler sur la viabilité. Vous pourriez nous expliquer, parce que schématiquement, moi, quand je regarde la carte de la Palestine aujourd'hui, j'ai l'impression que l'État palestinien, c'est comme si on créait une enclave à Lille, une enclave à Paris, une enclave à Marseille, sans lien territorial entre eux. Et on nous dit, voilà, ça c'est l'État palestinien. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un Palestinien, pour rejoindre à vol d'oiseau un village qui est à 2 km, doit en parcourir 40. Quoi. Ouais, je pense que quelqu'un qui veut vraiment voir les choses, il prend par exemple si tu veux, sur un terme d'analogie, finalement, il prend ce qui pouvait se passer au Moyen-Âge en Europe occidentale, je sais pas moi, le royaume de Louis XI, avec des petits morceaux de... Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de frontières, et il n'y avait pas... Juste des octrois à l'entrée de certains villages. Voilà. Okay. On va faire une pause musicale, avant donc de passer à la situation actuelle, avec In Memoriam en Palestine. Irréductible au Moyen-Orient, refuse la soumission, se bat contre le temps, endure la torture du camp d'internement. Ça se passe en Palestine, bien loin de l'Occident. Les sionistes assassins colonisent illégalement et imposent leur loi à nos gouvernements. La guerre des pierres fait rage au sud du Liban. Et rendez donc la terre à tous ces pauvres gens. La Palestine est ravagée par une guerre civile dont on ne pourra plus compter le nombre de victimes. À Hébron comme à Gaza, c'est une intifada. Les gamins jettent des pierres contre les chars de combat. Dans les kibbutz voisins, il règne une autre ambiance. Les jeunes Israéliens prospèrent dans l'abondance. Mais les Palestiniens, eux, n'ont pas cette chance, car ils vivent dans la détresse et dans l'indifférence. Israël doit libérer ce peuple innocent qui subit le martyre depuis la nuit des temps. Il faut dès aujourd'hui que cesse ces pots de sang, pour qu'un jour ce peuple puisse vivre paisiblement. La Palestine est ravagée par une guerre civile dont on ne pourra plus compter le nombre de victimes. À Hébron comme à Gaza, c'est une intifada. Les gamins jettent des pierres contre les chars de combat. Ravagée par une guerre civile dont on ne pourra plus compter le nombre de victimes. À Hébron comme à Gaza, c'est une intifada. Les gamins jettent des pierres contre des chars de combat. Israël doit libérer ce peuple innocent qui subit le martyre depuis la nuit des temps. Il faut dès aujourd'hui que cesse ces pots de sang, pour qu'un jour ce peuple puisse vivre paisiblement. Israël fête ses 50 ans d'existence, 50 années de guerre, 50 années de violence. La Palestine pleure des larmes de souffrance, mais luttera toujours pour son indépendance. La Palestine est ravagée par une guerre civile dont on ne pourra plus compter le nombre de victimes. À Hébron comme à Gaza, c'est une intifada. Les gamins jettent des pierres contre les chars de combat. Nous nous retrouvons après cette pause musicale donc de In Memoriam, alors morceau qui ne date pas. Enfin, qui date justement, si. Une bonne quinzaine d'années maintenant. Mais qui reste intemporel, voilà, c'est ce que je voulais dire. Le combat est toujours le même. Voilà. Donc qui était sorti, d'ailleurs, qui avait été sorti avec l'aide de Réfléchir et Agir. C'est ce qui se disait à l'époque. D'accord. Alors nous revenons donc sur la situation palestinienne aujourd'hui, en 2011.
Donc avec notre invité, Zacharias. Donc en gros, la situation actuelle, vue de l'extérieur, elle est à la fois simple et compliquée. Simple dans le sens où on a donc deux espaces, enfin deux territoires. Oui. L'un petit, homogène, mais l'autre un petit peu plus grand, mais complètement fragmenté. Homogène et en embargo. Oui, tout à fait. Deux autorités dont la légitimité est très variable. Si on parle des urnes, la légitimité, c'est celle du Hamas, voilà, tout à fait. Incontestablement. Et si on parle de la légitimité en tout cas, au niveau international et dans les relations, internationales, eh bien, le dominant a choisi son camp, c'est-à-dire le Fatah. Voilà. Et donc, une population, évidemment, qui, elle, sur place, subit cette situation. Donc, vous y êtes allé plusieurs fois. Oui. Combien de fois? Tu nous fais le signe de l'Oustacha. Ah, pardon. Trois fois. Le signe de quoi? L'Oustacha. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mouvement fasciste croate. Ah, d'accord. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre la main, donc ils mettent les doigts, c'est voilà, ça? Les Allemands aussi font comme ça. Ouais, c'est la Trinité chez les Oustachas. D'accord. Et concrètement, au niveau de la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça donne? Alors, très très concrètement, Gaza qui est en embargo, bon, pour la Cisjordanie, c'est relativement, ça se passe pas trop mal, puisque malgré la surcorruption du Fatah, il y a quand même quelques miettes qui arrivent au bout aux populations, et on a surtout un nombre d'ONG, je m'excuse, importantes qui assez importante sur le territoire qui apporte l'aide nécessaire. Donc pour la Cisjordanie, ça se passe pas trop mal. Malgré la colonisation qui alors continue. Non. Si on doit parler ensuite du quotidien de la vie, évidemment, ça se passe mal. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour rendre visite à quelqu'un qui habite à 5 km, on doit faire 40 km de détour, l'eau manque, etc., etc. Donc, évidemment, non, au quotidien, ça se passe pas bien. Mais on ne meurt pas. Voilà, on ne meurt pas et on est relativement correctement alimenté, je dirais. Pour Gaza, c'est autre chose. Gaza est en embargo depuis que le malheureux Hamas a gagné les élections, puisqu'on a sommé les Palestiniens de faire des élections libres. Faites des élections, soyez démocrates, que diable. Et donc, le diable est sorti des urnes. C'était le Hamas. Et donc, évidemment, punition collective. Vous avez mal voté, chers amis. Il fallait voter pour le Fatah. Et Chez étant, c'est vrai que c'est un grand classique, puisque je rappellerai qu'on l'a fait en Irlande aussi par rapport à une constitution européenne. C'est quelque chose qui est... Ouais. En Algérie, pareillement, voilà. 92, etc. Donc, et là, si on peut faire une parenthèse sur la Tunisie, alors tout le monde se gargarise, merci, d'avoir bouté un dictateur, mais pareillement sur les plateaux de télévision, on entend, mais attention aux islamistes, les islamistes... Oui, mais si les islamistes, c'est la volonté de 80% de la population, mon Dieu, vous êtes prêts à refaire le coup de l'illégitimité de l'islamiste parce qu'il n'est pas dans le processus historique de la construction politique moderne de l'Europe qui s'est affranchie du religieux. Le monde musulman n'a pas la même histoire, donc voilà. Tout à fait. Je m'excuse pour la digression. Non, c'est des choses qui me tiennent assez à cœur et ça me fait assez bouillir. Oui, mais on peut avoir le même point de vue sur cette question. Donc, au niveau de la vie de tous les jours, donc l'embargo forcément pèse. Oui. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui ne passe pas? C'est très très étrange. La cannelle ne passe pas. Mais le poivre passe. Non, voilà. C'est une liste complètement loufoque, mais pas si loufoque que ça finalement, parce que une fois renseigné, on se rend compte que les produits autorisés sont ceux excédentaires sur le marché israélien. Voilà. C'est-à-dire que quand Israël se retrouve avec trop de marchandises, ils se disent bon on va l'autoriser, puis ils autorisent et ils vendent à prix d'or de l'avocat, de l'huile, de la cannelle éventuellement, etc. Tant que c'est en excédent sur leur marché. Voilà. Il faut savoir que par exemple, pour la quantité de viande autorisée pour un Gazaoui aujourd'hui, c'est l'équivalent de 50 grammes par mois et par habitant. Voilà. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Donc, et par exemple, pour les... Même en France, sous l'occupation allemande, on mangeait mieux. Voilà. et on favorise, par exemple, tout ce qui est cucurbitacé. C'est-à-dire qu'on va favoriser les courgettes, les concombres, les melons, parce que ce sont des aliments très très peu riches en calories. Donc, au niveau de l'embargo,
on est OK. Voilà. On dit à l'ONU, ben oui, on envoie tant de tonnes de ceci et de cela, mais si on étudie les rapports en calories, il maintient une population sous-alimentée. Voilà. Donc de là découlent évidemment des tas de problèmes de santé. On a énormément de gens qui ont des problèmes de reins, énormément de problèmes d'yeux. Ils ont bombardé le laboratoire d'optique de l'université de Gaza pour fabriquer des lunettes. Évidemment, c'est très dangereux, les lunettes, etc. Mais... Au niveau sanitaire, qu'est-ce qui passe là aussi est-ce qu'il y a encore des ONG qui travaillent à Gaza Oui, absolument. Ouais. Il y a encore des ONG qui travaillent à Gaza, mais on les sélectionne. Et ce sont des ONG qui viennent faire des stages d'apprentissage à la démocratie, des stages de danse, des stages de théâtre, des stages droits de la femme, des stages... voilà. Tout ce qui pourrait éveiller le pauvre Gazaoui qui n'a pas compris qu'il avait mal voté. Voilà. D'accord. Et au niveau économique, parce que c'est une question que je me pose souvent, qu'est-ce qu'ils font ? Alors il y a une économie complètement parallèle qui est liée au tunnel, puisqu'il existe... Alors, on a plein de chiffres. On a un minimum de 500 tunnels et un maximum de 3000 tunnels. Choisissez entre les deux. Qui sont principalement à la frontière gazao-égyptienne. D'accord ? Et le grand drame, si vous voulez, c'est que les marchands égyptiens s'enrichissent sur le marché noir. Donc on vend les produits 10 fois plus cher que ce qu'ils coûtent réellement sur le marché égyptien. Et donc tout le département, la préfecture du Nord Sinaï, si vous voulez, s'enrichit sur l'embargo de Gaza. Donc on peut évidemment blâmer l'État israélien, mais il ne faut pas oublier la part de responsabilité de l'État égyptien qui lui aussi pratique un embargo à la frontière de Rafah. Il faut simplement pouvoir aussi préciser une petite... Je peux encore continuer bien sûr. Non, c'est vous qui êtes invité. C'est que l'État égyptien n'est pas autosuffisant, ni du point de vue alimentaire, ni du point de vue énergétique. Donc les États-Unis, chaque mois, règlent le différentiel de la facture. Ce qui permet de maintenir au pouvoir un dictateur qui est passé dernièrement avec 98% à l'Assemblée nationale. Enfin, il a élu son Parlement avec 98% de gens de son parti. Donc, ce qui permet la tranquillité d'Israël. Donc, on achète en fait, par l'aide alimentaire et l'aide énergétique, on achète la paix d'Israël, si vous voulez. Parce que si demain on cesse de subventionner l'énergie et la nourriture, les Égyptiens se réveillent, et s'ils se réveillent, ils mettent qui au pouvoir ? Voilà. Et là, pour Israël, c'est pas bon. Alors, j'avais une question. Donc, on parle beaucoup du rôle donc, des États-Unis qui soutiennent énormément Israël. Quel est un petit peu le but pour les États-Unis ? Parce que, bon, est-ce que il y a un lobby juif international qui est très important, mais quel est vraiment l'intérêt d'Israël pour les lobbies juifs ? Est-ce que ça ne leur suffirait pas d'avoir un certain pouvoir mondial un petit peu partout ? Et en quoi est-ce qu'Israël est si important que ça ? Alors stratégiquement, déjà, c'est important parce que ça fait quand même une sacrée base au niveau de la région. Donc en plus des bases saoudiennes, géostratégiquement, c'est assez important. Et puis de toute façon, les États-Unis, qu'est-ce que c'est ? Enfin, il faut à un moment se poser la question. Vous parliez des lobbies juifs américains. D'ailleurs, c'est pas du tout politiquement incorrect là-bas de parler de lobby juif, que je suis par ailleurs moi-même, je m'en flatte, allé rencontrer. Je suis allé rencontrer les lobbies juifs, notamment à Impact. J'ai rencontré Impact à Atlanta. J'ai rencontré Anti-Defamation League à Washington, et j'ai rencontré le Bnai Bris à New York. Voilà. Donc moi j'ai pas de problème dans le fait de discuter avec les gens qui sont pas mes amis et même mes ennemis. Le tout étant de pouvoir en tirer quelque chose qui me construise. Voilà. Donc le lobby juif le dit très clairement. Enfin là-bas sans aucune réserve. Nous finançons massivement les campagnes de tel ou tel candidat, et en échange, nous achetons le soutien à Israël. C'est une histoire de gros sous. Et aux États-Unis, les gros sous, c'est aussi en grande partie la communauté juive. C'est pas seulement, j'ai rencontré des juifs qui n'étaient pas des juifs riches, mais aux États-Unis, les gros sous sont plutôt sont très... Alors, pour information, chaque année, les États-Unis versent l'équivalent de 2 milliards de dollars à l'État d'Israël. D'accord, qui arrivait en plus des subventions que donnait l'Allemagne tous les ans sur
en termes de réparation, appelons ça comme ça, qui était à hauteur de 400 millions de dollars, plus des crédits qui étaient alloués pour l'infrastructure. Il faut savoir que l'État d'Israël, il a été construit avec un chemin de fer allemand, une marine allemande, du béton allemand, etc., etc. Donc 2 milliards arrivent tous les ans via les États-Unis, plus une aide de 700 millions de dollars généralement pour l'armement, l'achat de missiles antimissiles, etc., etc. Donc c'est assez conséquent. C'est toute l'aide officielle. Ensuite, il y a toute l'aide entre guillemets non officielle, qui est celle des galas, des entreprises, des chèques que l'on donne. Les fondations aux États-Unis qui sont énormes pour le sujet. sujet. Mais ça, il ne s'en cache pas. Enfin, en France, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de lobby juif, c'est tout de suite très très mal interprété, même si on sait très clairement que le CRIF, c'est le lobby juif, le lobby israélien en France, ou le lobby juif d'ailleurs, pourquoi pas. Aux États-Unis, non, c'est très très simple. Et les gens vous parlent vous prenez rendez-vous au Bnei Bris à Washington, on vous reçoit, enfin tout à fait normalement. Enfin, voilà, vous posez les questions les plus incorrectes possibles et on vous répond de manière la plus correcte. Il n'y a pas un candidat à la présidence des États-Unis qui peut arriver à la Maison-Blanche sans avoir fait allégeance ou au moins une conférence, évidemment etc. que non, évidemment. Et on y arrive en France, puisque quand on voit le dîner du CRIF chaque année, où il faut absolument être présent pour être reconnu dans la sphère politico-médiatique comme étant quelqu'un de louable, on y arrive, oui, tout simplement. Ouais. Le Monde, si on revient sur les soutiens à Gaza, donc vous y êtes allé plusieurs fois. Oui. La dernière affaire de soutien qui a vraiment pour le coup fait un bruit médiatique, c'est la flottille de la liberté. Oui. Quel était l'objectif parce que clairement l'Égypte fait blocage souvent à ce type de convoi. Passer par la mer avec en fait la menace, enfin les menaces d'Israël qui avaient été très claires. Oui. C'était mettre en gros le système devant sa contradiction, donc mettre Israël et montrer un moment où il y avait quand même réellement l'espérance de passer. Est-ce que c'était pas une super opération de com ? Alors, au départ, non. Très sincèrement, moi je connais très très bien les gens qui se sont occupés de tout ça. Pas du tout. D'ailleurs, ils n'ont pas assez de subtilité en termes de communication pour pouvoir penser à un truc qui aurait aussi bien réussi. Ils n'avaient pas non plus prévu qu'il y aurait 9 morts, et c'est surtout ça qui a créé l'événement. S'il n'y avait pas eu de mort et que c'était passé, à la limite, on n'aurait pas entendu grand-chose. Que voulais-je dire ? Oui, non, il n'y a pas eu d'opération préméditée de com. En revanche, le but était de symboliquement briser un blocus qui est un blocus, pardon, excusez-moi, il est tard, un blocus illégitime. Voilà, c'était montrer à l'opinion publique internationale que c'était pas totalement imperméable, que c'était perméable, et que si on y allait, et que si on y arrivait une fois, ça aurait suscité d'autres ambitions, d'autres vocations, et de là, l'État d'Israël aurait dû reculer sur ce blocus qui est illégitime. Il y en a eu d'autres. Il y a eu ensuite un bateau affrété par la Libye, non ? Oui, il y a eu la Libye, il y a eu même. Mais par contre, on n'en a plus entendu parler après. Non, ça n'a pas fait ça n'a pas fait Ce qui a fait grand bruit dans cette histoire de flottille de la liberté, c'est qu'au-delà des 9 morts dont tu parlais, c'est que l'arraisonnement par la marine et les commandos israéliens s'est fait dans les eaux internationales. Ah oui, bien sûr. Donc là, au regard de la loi internationale, ils l'ont brisé comme jamais. Bien sûr. Oui, si Israël se sentait assujetti à la loi internationale, ça se saurait. Depuis. Tu es en train de dire qu'ils ne respectent pas les résolutions de l'ONU ? Dit-il candidement. Il paraît même qu'ils ont été condamnés en 72. Le sionisme a été condamné par l'ONU en 72 comme... non ? Je m'égare peut-être. D'accord. Mais quelle perspective du coup le Hamas a en termes d'appui international ? Parce que clairement, tout seul, alors a priori, il gère un territoire qui, avec toutes les difficultés qu'on a évoquées. Il n'y a pas de porte de sortie en fait sans soutien extérieur. Actuellement, le Hamas a des contacts avec qui en fait ? Sur qui est-ce qu'ils peuvent compter ? Alors évidemment, il y a un soutien iranien qui quasiment officiellement soutient à la fois le Hamas, à la fois le Hezbollah. Quelle différence il y a entre le Hezbollah et le Hamas ? Une très très grande différence. Outre l'aspect religieux, bien sûr. Parce que... Alors, outre l'aspect religieux, le Hezbollah
ne fera pas d'action dite opération martyr. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de personne du Hezbollah qui va se faire sauter. Ça, ce sont quasiment des accords tacites entre les États-Unis et ces mouvements-là. Parce qu'ils discutent, il ne faut pas croire. Quand on dit jamais les États-Unis ne discuteront avec le Hamas, jamais la France ne discutera avec le Hamas, c'est pas vrai. Il y a des émissaires, il y a des choses qui se passent. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, alors c'est que le Hezbollah était censé libérer le Sud-Liban. Donc depuis que le Sud-Liban est libéré, le Hezbollah n'a plus d'action directe, je dirais, contre Israël. En revanche, et puis le Hezbollah est libanais, n'est-ce pas ? Tandis que le Hamas, qui est sunnite de surcroît, est palestinien et a la légitimité d'action sur l'ensemble du territoire palestinien. Et quel est le degré d'instrumentalisation alors je ne sais pas, là aussi, c'est un point de vue évidemment complètement extérieur. Quel est le degré d'instrumentalisation de la cause palestinienne et de ce qui se passe à Gaza par l'Iran en tant que puissance régionale? Je doute pas, si vous voulez, je doute pas de l'indignation et tout ça, et des convictions au niveau des dirigeants iraniens. En même temps, l'Iran en tant que pays chiite a quand même une carte à jouer. Oui, quelle est la part en gros de... Symboliquement, être présent sur le terrain palestinien, c'est être un peu le champion de l'islam, si vous voulez. C'est un peu une forme de leadership symbolique qui se dégage de ce type de... Bon, et en plus, c'est tellement politiquement incorrect. Quand Ahmadinejad fait ses discours enflammés, ou voilà. Donc il cristallise un petit peu toute la frustration arabo-musulmane. Eux qui sont chiito-iraniens. Ouais. Et comment vous expliquez le fait que des grandes puissances financières, quand même, dans la région, les grandes puissances pétrolières, le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui croulent sous le fric de la rente pétrolière, pourquoi ces gens-là, ils n'aident pas plus la résistance palestinienne ? Alors, ils aident beaucoup la Palestine, mais ils n'aident pas la résistance palestinienne, pour la raison simple, c'est qu'il y a depuis quasiment les années 20, les années 30, des accords extrêmement étroits entre l'Arabie Saoudite notamment. Et quand je dis l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite sur la région, parce que le Bahreïn ou le Koweït, etc., sont quand même sous influence du mastodonte saoudien. Il faut savoir que 6% du PIB américain appartient à des Saoudiens. Il faut savoir que dans les banques américaines aujourd'hui, près de un truc comme 6 000 milliards de dollars appartiennent à des Saoudiens. Si demain ils retiraient leurs avoirs, ce serait une catastrophe pour l'économie américaine. Enfin, au-delà de ça, depuis les années 20-30, il y a une comment dirais-je, une coopération, une osmose entre les deux pays, avec tout ce que ça implique de rapports, mais même symboliques, je dirais. Par exemple, le fait que les Saoudiens sont très complexés par le fait de ne pas avoir, entre guillemets, d'histoire. Bon, certes, ils ont une histoire, mais ils n'ont pas fondé de civilisation au sens où des grands édifices, etc. Et comme les Américains, ils sont un peu gênés par ce manque, contrairement aux autres pays arabes, comme l'Irak, comme le Yémen, comme le Maroc, etc., qui ont donné lieu à des civilisations assez fastes, vous voulez, ou l'Égypte. Et donc les Saoudiens sont un petit peu gênés par ça, et donc on sait par exemple que les Saoudiens dérobent des antiquités yéménites pour les mettre dans leur musée, par exemple. Voilà. Ils disent, c'est connu, je le sais, j'ai des amis archéologues du CNRS français qui le racontent très simplement. Donc il y a et puis il y a cette idée de leadership, c'est-à-dire que les États-Unis voudraient le leadership sur le monde occidental en américanisant les modes de consommation. L'Arabie Saoudite, de la même manière, a tendance à avoir une vue hégémonique sur le monde musulman en la saoudianisant. Par le Made in China, bien sûr. On n'est pas dans des produits du terroir authentique. Oui. Voilà. Mais on est un peu dans les mêmes soucis de leadership à l'intérieur des espaces de légitimité respective. D'accord. Et l'argent de l'Union européenne, puisqu'on dit que l'Union européenne finance beaucoup la Palestine, enfin les territoires en peau de léopard, il arrive par quel biais? Est-ce qu'il est utilisé? Est-ce qu'il est dérobé? Principalement des ONG, mais bon, comme toujours, aussi, toutes les aides sont en partie détournées. De toute façon,
pas... Enfin, moi, je ne suis pas dans le secret des comptes, mais il me semble évident qu'il n'y ait pas une aide humanitaire qui arrive à 100%, sauf lorsque vous passez par des organisations, directement par des organisations extrêmement sérieuses qui ont de vraies implications sur le terrain et dont on sait qu'elles sont absolument intègres. Ça existe, il y en a. Vous pouvez en citer une ? Non. Alors, moi justement, tu parlais de l'implication sur le terrain. Moi, j'aimerais bien savoir comment le Hamas a pu conquérir justement ces masses palestiniennes. On a dit qu'ils avaient eu un investissement à la base, vraiment de la population palestinienne sur la scolarisation des enfants, le soutien scolaire, les actions sociales, etc., etc. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Mais comme souvent, les organisations proches ou directement liées à la mouvance des frères musulmans, j'entends, sont très promptes à l'action sociale, comme tu l'as très très bien dit, donc dispensaires. Dans des États où la corruption fait que même si la rente parfois pétrolière est largement suffisante, ou gazière est largement suffisante pour administrer la santé, l'éducation, etc., vous vous retrouvez avec des zones entières complètement paupérisées, et donc là, du fait de la corruption. Et donc là, le travail de terrain d'organisation propulsé par un sentiment religieux est extrêmement efficace. Voilà. Et donc le Hamas a, en plus de cette légitimité, je dirais, belliqueuse, et je dis belliqueux pas au sens péjoratif, mais au sens au contraire valorisant du terme, en plus de cette démonstration belliqueuse, a en plus occupé le champ de l'action sociale de manière extrêmement efficace. Voilà. Tu peux donner des exemples concrets ? Oui, enfin, c'est des exemples concrets. Moi, quand j'y vais, évidemment, je me balade un peu dans toutes ces ONG, enfin, ces organisations sur place qui travaillent. Ça va du micro-projet qui est, par exemple, la création d'un four dans un quartier. Parce que d'un four à pain dans un quartier parce que les gens n'en ont pas et doivent faire plusieurs kilomètres pour aller cuire leurs pâtes. Donc ça peut aller à ça, et ça peut aller jusqu'aux usines de désalinisation achetées en Europe et livrées en kit qui passent par les tunnels et qui sont reconstruites sur place. Donc toi, tu penses que c'est tout ce travail pendant des années, à la base, auprès des populations, qui a assuré au Hamas sa popularité ? Bien sûr, mais vous savez, au Journal de France 2, on vous dira la menace du Hamas, on vous dira la manipulation du Hamas. Donc on prend toujours l'acteur que l'on veut discréditer à travers un champ lexical dévalorisant, menaçant, etc. Mais les gens de Gaza vivent, quand on dit le Hamas et la femme, alors c'est une connerie, mais alors absolument grotesque. Enfin, c'est la femme à Gaza, c'est une femme à Gaza. J'ai croisé des médecins femmes, des journalistes femmes, elles vivent leur vie de femme, quoi. Bon, elles n'ont pas un string qui sort du pantalon, mais elles sont pas... Voilà, c'est pas une fin en soi d'avoir un string qui sort du pantalon. Elles sont voilées ? Oui, bien sûr, oui. Oui, mais parce que c'est la tradition locale. Je veux dire, même une communiste, même une athée est voilée. Genre, moi, je connais un petit peu le Yémen. Au Yémen, une femme athée est habillée en burqa parce que c'est l'usage, parce que c'est la coutume locale. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir pourquoi. Je peux prendre 2 minutes ou pas ? Vas-y, c'est un truc assez rigolo. Ouais. C'est un truc assez marrant. C'est qu'au Yémen, à l'origine, les femmes ne se voilent quasiment pas. D'accord ? Donc dans les années 70, 80, les femmes n'étaient quasiment pas voilées. Surtout qu'en plus le Yémen était coupé en deux. Oui, alors il y a un Yémen du sud en effet qui était marxisant, et il y a un Yémen du nord qui était plutôt religieux, etc. Mais grosso modo, si vous voulez, le voile n'était pas un truc exceptionnellement important dans la vie de la femme yéménite. Alors, il faut savoir qu'au Yémen, depuis les années du Yémen, depuis les années 30, 40, 50, 60, il y a une forte immigration en Arabie Saoudite. D'accord ? Donc, ce sont des gens qui se sont beaucoup enrichis. D'accord ? Arrive la première guerre du Golfe, et le Yémen prend fait et cause pour l'Irak. D'accord ? Donc, de là, ça bat des lois extrêmement coercitives sur l'immigration yéménite en Arabie Saoudite, et ils doivent retourner au pays. D'ailleurs,
d'une façon un petit peu plus générale, il y a eu des milliers et des milliers d'Arabes en fait expulsés d'Arabie Saoudite, bien sûr. De quasiment tous les pays, justement sur ce soutien-là et sur cette crainte. Alors voilà, donc un fort retour de Yéménites au Yémen, sauf que quand ils arrivent et ils constituent la classe aisée, d'accord ? Mais entre-temps, ils se sont, entre guillemets, wahhabisés. D'accord ? Ouais. Donc les femmes sont habillées en noir à l'usage saoudien. D'accord ? Donc elles reviennent, ces femmes-là, mais comme elles constituent la classe aisée, la classe bourgeoise du Yémen, elles ramènent avec eux les us et coutumes qu'elles ont avec lesquelles elles ont vécu depuis toujours. Et donc elles sont habillées en noir et le visage voilé, donc en niqab. Alors, ce qui se passe sociologiquement parlant, c'est les processus sont toujours les mêmes. Vous avez une classe moyenne qui cherche à imiter une classe bourgeoise pour pouvoir, au moins symboliquement, croire lui appartenir. Et donc vous avez tous les gens de la classe moyenne au Yémen, les femmes qui veulent ressembler à ces bourgeoises. Et donc le voile devient à la mode. Et dans les mêmes processus de logique, les gens de la campagne veulent imiter les gens de la ville. Et donc vous avez en l'espace de 10 ans, et pourtant la religiosité n'a pas augmenté. Parce que le journaliste de France 2, il arrive et dit « Oh là là, mon Dieu, les islamistes ont... » Mais écoute, Coco, non, c'est un peu plus complexe que ça. Et la religiosité de la personne n'a pas forcément évolué. Moi, j'ai rencontré des cadres du parti laïque au pouvoir au Yémen, des gens qui ne prient même pas 5 fois par jour, qui n'ont pas de religiosité particulière, mais qui sont habillés en noir des pieds à la tête. On est sur un processus classique de transmission des élites. Ce qu'on appelle la distinction, etc. Enfin, il y a Bourdieu, quoi. Par contre, du coup, j'ai perdu où on en était. On va peut-être revenir maintenant à l'avenir de la Palestine. Qu'est-ce qui se dessine, là, selon toi, dans les années qui viennent ? Est-ce que tu es optimiste, pessimiste ? Quelle solution politique Alors, très franchement, je serais très très malaisé de pouvoir en formuler une, parce que je n'ai pas d'idée sur ce qui pourrait se passer, à moins que il y ait l'idée que le Fatah soit lâché parce qu'en fin de compte, il n'est plus légitime du point de vue des populations, et auquel cas on essaie de négocier avec le Hamas une solution qui soit pas trop violente pour Israël, et en essayant de les garder en essayant de leur donner une position politique qui soit réelle. Mais ça, j'y crois pas trop, parce que le dogmatisme israélien est tel qu'il n'envisage pas de pouvoir discuter avec... et le dogmatisme, pareillement, des gens du Hamas est tel qu'il ne tolérera pas. Donc, très franchement, politiquement parlant, je n'en vois pas. Par contre, si vous me demandez est-ce que je garde l'espoir, oui, évidemment. Pour moi, c'est une parenthèse qui va se fermer, un jour ou l'autre, mais elle se fermera. Et comment ? Mais je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Je serais vraiment... C'est la foi qui te fait parler ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'une normalisation, vous parliez d'une normalisation, mais éventuellement d'une solution en effet sur en gros une mise à l'écart du Fatah, ce qui à ce moment-là ouvrirait plutôt quand même la porte au Hamas. Oui, mais comme c'est bloqué de l'autre côté, je disais ça parce que ça s'est passé dans quelques pays. C'est-à-dire qu'à certains moments, et ça risque de se passer en Tunisie, ça risque de se passer en Égypte, à certains moments, le libéralisme, le néolibéralisme a besoin d'intégrer un marché. Voilà. Et donc, pour intégrer un marché, il faut que le marché soit stable. Or, pour que le marché soit stable, il faut qu'il puisse y avoir un processus démocratique qui permette une émergence légitime du pouvoir, d'accord ? Pour que les gens puissent avoir des boulots, consommer, etc. Tant que vous avez une chape dictatoriale sur une population, on n'arrive pas à faire consommer les gens comme on le voudrait. Donc, on est simplement dans des logiques néolibérales. C'est vraiment, il y a du halal à Carrefour parce que ça rapporte de l'argent. Le Carrefour se fout complètement de savoir ça. Donc l'islam est l'allié du libéralisme. Non, pour quel rapport ? Parce que l'islam aide le libéralisme à... Ah là. Non, le libéralisme est l'allié des États-Unis, mais pas ça. Vous avez rougi, mademoiselle. Mais par contre, est-ce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas avoir une normalisation du Hamas, comme il y a eu une normalisation du Parti communiste en Chine C'est un moment sur des mouvements qui, sur des périodes de lutte, en effet, sont d'une rigueur et d'une honnêteté incroyable. Ouais. Est-ce qu'en fait, une normalisation éventuelle, et quand je dis normalisation, c'est en ayant bien l'esprit ce que vous avez dit, a priori, il y a peu de chances. Mais est-ce qu'à ce moment-là, le Hamas pourrait pas finalement rentrer dans le rang et reproduire les travers qui ont été ceux du Fatah avec une corruption
Non. Alors la différence près, c'est que le Fatah est un mouvement, je dirais, qui est quasiment endogène au sens palestinien du terme. Les frères, c'est une transnationale. D'accord. Donc, lorsque une partie du mouvement se perd un petit peu, généralement, vous avez le reste qui le rappelle. Quand certains ont trop la tête dans le guidon, il est rappelé par le reste. Donc, D'accord. Alors, je pense que pour conclure ce chapitre et pour prolonger les propos d'Adam Zacharias, je crois qu'il faut vraiment, pour ceux qui voudraient aller beaucoup plus loin encore, parce qu'on a fait qu'ébaucher les choses ce soir, il faut lire vraiment les écrits de ce que je considère comme le Solzhenitsyn israélien. Ce sont les livres d'Israël Adam Shamir. Les livres tu les connais ? pas trop. Tu ne connais pas les livres d'Adam Shamir ? Bon, précipitez-vous, il y a une adresse où vous pouvez les acheter sur Paris, c'est la librairie du Savoir, 27 bis avenue René Coty dans le 14e. Ils y sont tous et vous verrez ce que c'est que vivre en palestinien aujourd'hui. Pour finir, on va traiter un petit peu de la position, une position politique évidemment qui nous intéresse, qui est en gros la situation du mouvement nationaliste, identitaire face à... Français, tu parles pas de l'extrait de One Juive, là ? Non, français face à cette question. Or, ce qui est quand même assez inquiétant depuis maintenant, je dirais 3, 4, 5 ans, maximum, si finalement un retour on va dire, de l'extrême droite française, mais aussi européenne d'ailleurs, sur des positions qu'elle avait perdues, ou du moins dont elle s'était éloignée dans les années 90 en particulier, qui est en fait une position plutôt favorable au sionisme, et à l'inverse, un éloignement et une méfiance affichée, voire une hostilité à la situation palestinienne. Alors, ce copinage de l'extrême droite française et européenne avec le sionisme et en gros une position pro-israélienne n'est pas nouvelle. C'était celle de l'extrême droite en gros jusque dans les années 70. C'était né surtout pendant le conflit algérien, puisque à l'époque le FLN contre lequel la France menait sa lutte trouvait protection dans le monde arabe jusqu'en Égypte, etc. Le clou de l'affaire, c'était évidemment le débarquement à Suez en 56, au moment de la nationalisation du canal de Suez par Nasser, où il y a eu un corps expéditionnaire franco-britannique d'un côté et israélien de l'autre. Nos troupes ont travaillé ensemble. Il faut voir les photos d'époque à Port Saïd ou à Port Fouad. On voit des soldats français, puis des commandos israéliens et anglais, tout ça main dans la main, tout ça dans les mêmes opérations. Bon, et puis au moment où l'Algérie française s'achève, d'abord il faut savoir que dans les mouvements d'Algérie française, l'OAS, il y a eu une branche de l'OAS qui était juive. Le patron de l'OAS d'ailleurs à Constantine, c'était l'oncle d'Enrico Macias, il faut le savoir. Il y a eu une branche juive à Oran qui était très puissante, ça s'appelait l'OAS juive, et ils avaient des rapports à l'époque d'ailleurs avec l'Irgun, le Groupe Stern. D'ailleurs beaucoup de pieds noirs juifs au moment de l'indépendance de l'Algérie sont partis d'ailleurs en Israël. Et donc la situation à l'époque, une grande partie de notre mouvance était sioniste. À l'époque, Jean-Marie Le Pen, par exemple, ou les grands chefs militaires de l'OAS qui étaient en exil ou emprisonnés, ils tarissaient pas d'éloges d'ailleurs sur ce petit État sioniste. C'était pour eux une jeune nation, c'était un peu le mythe d'une nation vigoureuse, le mythe un peu de Cincinnatus, comme sous la République romaine, la charrue et le fusil, c'était une jeune nation moderne, contrairement à une France qui était déjà un petit peu fatiguée, qui avait lâché son empire. Donc il y avait quelque chose d'un peu mythique. Et avec malgré tout quelques opposants. Oui, de toujours. C'était toujours les mêmes, des gens qui ont vu clair. François Duprat, bien sûr, Maurice Bardèche, Henri Coston, même Pierre Sidos. Ils sont toujours été des gens qui ont été des ennemis, qui se sont opposés, disons, à la création de l'État d'Israël comme État, qui poserait un problème à la paix mondiale, on va dire ça comme ça. Et puis il y a eu, au moment de la guerre des 6 jours, il y a eu des propos ou des écrits de gens assez surprenants en faveur de l'État d'Israël. J'en connais 3. François Brignot, qui est un antisioniste, pour pas dire plus, de toujours, a fait des articles très élogieux à l'égard de l'État d'Israël. Il l'a même visité. Xavier Vallat, d'ailleurs, dans Aspect de la France. Xavier Vallat, c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien commissaire aux affaires juives sous Vichy, qui a écrit un article, je crois que ça s'appelait « Pourquoi je suis sioniste ?»
Et puis même Lucien Robatet, le grand Lucien Robatet des Décombres, avait écrit dans Ribarol un article tout à fait favorable aux sionistes. Alors, dans leur esprit, ça voulait dire, ils étaient sionistes dans le sens où ils pensaient que la création d'un État juif les débarrasserait, les débarrasserait entre guillemets des populations juives en Europe. Là, ce en quoi ils ont fait une immense erreur. Mais Céline aussi, non, je pense. A eu Céline aussi, je crois, à un moment donné. Oui, il a trempé un petit peu dans le... Voilà. Et puis, jusque dans les années 90, jusqu'au moment de la guerre du Golfe, parce que je m'en souviens au front dans les années 80, même Le Pen, il y avait un groupe parlementaire à l'époque, il s'était opposé à l'avenue d'Arafat en France, ou même à l'ouverture de bureaux de l'OLP à Paris, parce qu'il jugeait que l'OLP était un mouvement terroriste, qui ne jouait pas la carte démocratique. Je ne sais plus où j'avais lu que le basculement finalement de Le Pen sur la guerre du Golfe, et donc son opposition affichée, en tout cas un petit peu plus affichée par rapport à Israël, datait du moment où il y avait eu un souci, il avait été invité, il devait aller en Israël, et finalement ils avaient refusé de le... Non. Il a été, de toute façon, en 86, je crois, ou pour la présidentielle 88, il a même été reçu par des grandes organisations juives à New York. Il avait pu expliquer ses positions. Oui, mais Zacharias nous a expliqué que c'était relativement facile de les rencontrer. Oui, non, mais bon, on s'attendait pas à ce qu'un personnage quand même comme lui, il se présentait au présidentiel, tout le monde le prenait déjà pour le grand loup-garou en Europe. Il a eu accès, il a pu parler avec eux, comme tu nous le disais, assez facilement. Bon, le grand basculement s'est fait en 90 au moment de la guerre du Golfe, où il a pris un grand contre-pied, même nous qui étions des militants en interne, nous étions surpris, mais ça vient d'une chose qui est peu connue, c'est Pierre Vial qui lui avait fait un rapport détaillé en une vingtaine de points, lui expliquant pourquoi on aurait tout intérêt à briser cette alliance ou cette vision du monde dans la région. Et il avait envoyé ça à Le Pen, et puis quelques jours après, de manière tout à fait inattendue, Vial reçoit un coup de fil de Le Pen en lui disant « Écoute, vieux, ton rapport, c'est vachement bien, est-ce que tu peux me le détailler plus, me l'étoffer un petit peu plus, etc. » Et c'est de là que sont venues les positions, etc., qui ont pris tout le monde à contre-pied, et qui était une divine surprise pour beaucoup d'entre nous. D'accord. Bon, cette position va durer jusqu'au début des années 2000, en gros jusqu'à la fin d'Unité radicale, où là, un certain nombre de militants affichent une position qui est dite ni kéfier ni kippa, qui serait une supposée position de neutralité sur le mot d'ordre, de dire ce qui nous intéresse, c'est les affaires européennes et pas ce qui se passe au Proche-Orient. Alors, c'est vrai que le premier à avoir mis vraiment l'engrenage dans ce doigt-là, c'était Faye. À l'époque, il brisait un petit peu il sortait un petit peu de l'ornière dans lequel on était depuis 90, et il nous dit, on n'a pas intérêt à s'aligner sur ces positions-là, d'abord parce que c'est pas notre guerre, ce qu'on peut comprendre. Ce qui n'est pas faux. Par exemple. Et donc, même moi, dans Réfléchir et Agir, dans le numéro 9, si mes souvenirs sont bons, j'avais écrit un article qui s'appelait « Mourir pour Jérusalem », point d'interrogation. Je disais non. Je dis pas que je m'en fous de ce conflit, mais c'est pas ma guerre. J'ai déjà assez à faire en Europe pour m'intéresser à ça. Je sais pas si je l'écrirais encore aujourd'hui de la même façon. Aujourd'hui, on a les hommes libres en Occident, en Europe, on a un ennemi. C'est le nouvel ordre mondial judéo-américain et son bras armé, le capitalisme libéral. On ne peut avoir que de la sympathie pour la cause palestinienne. Maintenant, de là à dire qu'on va s'engager à ses côtés, après, c'est une affaire de sensibilité. Moi, j'estime que j'ai déjà assez à faire chez moi. On est en train de se faire submerger par le nombre, par la vague. On est en train de se faire laminer. J'ai pas le temps d'avoir un engagement autre pour une autre civilisation. Maintenant, ça m'empêche pas de regarder avec attention ce qui s'y passe. Et quand le peuple palestinien peut pousser ses pions face à l'ogre sioniste, ça me fait quand même vachement plaisir. Oui. Ce qui est certain, c'est que globalement, la tendance générale est plutôt inverse, puisque c'est vrai que depuis maintenant 3-4 ans, on voit un certain nombre de mouvements non officiellement, mais au moins officieusement prendre fait et cause pour plutôt la cause israélienne, et en tout cas travailler avec des gens dont le sionisme est la raison de vivre. Et donc évidemment cette évolution, on a vu encore récemment les Flamands du Vlaams Belang, les Autrichiens du FPE, les Hollandais de Geert Wilders, mais bon, eux c'est quasiment l'annexe de la maison mère, quoi. Ils ont tous été rencontrer les grandes autorités israéliennes, ils ont déjeuné avec les grands généraux israéliens, ils ont été faire comme tout le monde, ils ont été pleurnicher au Yad Vashem, etc. Mais bon, c'est presque la carte imposée pour réussir politiquement en Europe. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, nous, en France, puisqu'on l'a accusé de tout ça, est-ce que, par exemple, Marine Le Pen va manger de ce pain-là ? On n'en sait rien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Zacharias ? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. 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 Je pense que c'est une
J'écoutais dernièrement Soral en discuter chez Tadei. Il m'a paru assez pertinent l'idée que aujourd'hui l'islam était un problème pour toute la classe politique et que le sale boulot devait être fait par Marine et en échange de quoi on l'intégrait à l'arc républicain traditionnel. Bon, elle ne s'est pas privée parce qu'elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère concernant les musulmans de France. Maintenant, moi, je suis assez triste de tout ça, puisque je me définis comme nationaliste français, n'en déplaise à ceux qui l'ont été avant moi et qui pensent en avoir le monopole. Je suis musulman, je suis issu de l'immigration, mais n'ayant que pour patrie charnelle mon Berry natal, je considère que j'aime cette terre, ce pays-là, son histoire, sa littérature, etc., comme d'autres nationalistes. Et j'aime ce pays plus que beaucoup de Français, entre guillemets, de souche. Peu importe, je ne vais pas me justifier, je ne vais certainement pas m'en excuser. Ce qui me rend triste dans ce qui se passe aujourd'hui au sein de la droite nationale, c'est que les musulmans de France, je pense... Alors déjà, ça n'existe pas. Donc il faut déjà pouvoir introduire de la complexité dans ce qu'on appelle les musulmans de France, entre le salafi banlieusard qui écoute du rap et le jeune musulman de la ville de province de moins de 100 000 habitants qui a fait des études et qui s'est assimilé au moins par le travail et le logement et qui voit pas pourquoi on en fait des tonnes. Donc il y a des trajectoires de socialisation qui sont extrêmement différentes. Maintenant, moi, pour celle que je rencontre, et cette partie que je rencontre de la communauté musulmane, elle est prompte à vouloir participer à cet élan nationaliste, et le bateau, pour ne pas dire le paquebot, qui était le plus légitime à intégrer, c'était le front. Moi, j'ai fait... En même temps, les chiffres des dernières présidentielles infirment ce que tu dis, puisqu'on sait qu'à près de 70 ou 80%, la communauté immigrée, des gens qui sont issus de l'immigration, ont voté largement pour la gauche, et notamment pour Ségolène Royal. Oui. Les gens qui leur apportent socialement des ronds, quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner ? Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner ? C'était une carte d'intégration puissance 10 de voter pour le Front ? Aujourd'hui, c'est 70%. Hier, ça aurait été 100%. La droitisation ou plutôt le fait qu'une communauté fraîchement arrivée épouse de plus en plus fidèlement la courbe, je dirais, les courbes politiques de ce pays, c'est quelque chose de tout à fait normal. On a un processus de ce qu'on appelle d'acculturation, donc le passage d'une culture, alors le A n'étant pas privatif, c'est le passage d'une culture héritée vers la culture du pays où l'on s'enracine, fait que petit à petit on fait des études, on lit un peu plus, et puis on se trouve politiquement. Donc il va y avoir des gens chez Besancenot, et puis il va y en avoir d'autres comme moi, plus à droite que la droite. C'est quelque chose de normal. Alors évidemment, moi, ma famille politique que je pense être la plus légitime aujourd'hui, c'est celle de la droite nationale. Évidemment, entendre Le Pen, mère et fille, cracher sur ce qui pour moi est quand même fait partie de mon identité, c'est-à-dire ma religion, l'islam, ça me rend très triste. Très triste. Mais je ne pense pas que ça durera, par contre. Voilà. Je ne crois pas que ça durera. Je pense qu'elle est obligée de faire le sale boulot aujourd'hui parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il faut passer par là pour pouvoir... Parce qu'il y a aussi, il y a une corrélation entre plus je crache sur les musulmans, plus je deviens copain avec... Faut écouter Goldanel sur les dernières déclarations de Goldanel sur Marine. C'est quasiment sa pote, quoi, à la compote, ou plutôt sa copine à la tartine. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. On est quand même un peu sur une course à l'échalote, hein, entre Marine Le Pen et d'autres mouvements comme le bloc identitaire. On est clairement sur une course à l'échalote sur cette question-là. Et de fait, je ne sais pas si je partagerais votre optimisme quand même. Sur le fait que ça ne va pas forcément durer. Moi, je suis de nature optimiste, ouais. mais de toute façon, chacun travaille. Donc, chacun travaille. Et je crois que les choses vont faire leur bonhomme de chemin, parce que de toute façon, on peut théoriser sur l'anti. Il n'en reste pas moins que ce processus d'acculturation dont je parlais tout à l'heure est en marche. Et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont
qui ont les racines de leurs racines, leurs parents et peut-être même leurs grands-parents nés sur le sol français. Donc je sais que c'est un peu dur à entendre pour des gens comme vous qui êtes plutôt dans l'homogénéité, etc., etc. Mais c'est une réalité. Il y a 6 millions aujourd'hui de musulmans en France. Réorganiser un retour au pays, ça semble totalement utopique, je suis désolé de vous le dire. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Alors on en fait soit des banlieusards qui crachent sur le drapeau, soit des gens, des citoyens tout à fait à l'aise, qui aiment le drapeau et qui sont prêts... à lutter pour. C'est pour l'instant pas la majorité quand même. Évidemment, c'est pas la majorité. Mais ceci étant, bon là on a un petit peu dérivé. C'est vrai que pour l'instant, cette extrême droite-là, que ce soit Marine ou d'ailleurs le Bloc identitaire, finalement n'ont pas pris position sur le conflit israélo-palestinien en tant que tel. C'est vrai qu'ils travaillent avec des gens qui s'affichent. Une interview de Marine dans Haaretz qui est quand même assez massif. Ça m'a échappé. Oui. Non, elle parle de 2 États, etc. Comme tout le monde, en fait. Oui, comme tout le monde. Tu penses qu'elle a rejoint un peu les positions néoconservatrices américaines, comme on l'a dit, ou ça te semble un peu caricatural tout ça ? Non, je pense qu'elle est dans une période où elle doit se trouver. Donc elle se cherche, elle se cherche et elle doit se trouver. Donc en attendant, ce qui paye plus ou moins, c'est le fait de taper sur les musulmans, parce que tout le monde aujourd'hui, c'est extrêmement... C'est un problème en France. Parce que c'est consensuel d'abord. C'est un problème, vous pouvez le voir de la sorte. Moi, je pense aussi que c'est un problème, parce que c'est massif, mais c'est l'immigration qui est un problème. Ce n'est pas les musulmans en tant que tels, puisque les musulmans sont une composante religieuse du pays, comme d'autres composantes religieuses. En revanche, ces musulmans-là doivent aujourd'hui prendre position sur l'immigration, de telle manière à ce qu'on puisse la faire cesser, et peut-être même, pour certains cas, l'inverser. Simplement, les musulmans de France n'ont pas le pouvoir très cher, et le pouvoir se situe ailleurs, et nos élites, qui sont souvent, qui ne sont pas musulmanes et qui ne sont pas issues de l'immigration, en tout cas pas celles dont je parle, eux font venir de plus en plus de gens, de plus en plus de pays différents, et ce qui perturbe considérablement l'identité française dans sa culture, dans son etc., etc. Alors si en plus on ajoute à ça la suraméricanisation, le français va mal, quoi. Entre la Star Academy et H&M, ça va mal. Ouais. Mais c'est pas de la faute des musulmans. Bon, c'est sur cette note optimiste. Vous nous avez dit. Non, je suis optimiste, mais elle me pique un petit peu, donc forcément je réponds. C'est le jeu. C'est le jeu, bien sûr. Mais je réponds avec. Nous allons finir aujourd'hui. On n'est pas Radio Courtoisie. On n'est pas à Radio Courtoisie. Mais ils sont vachement durs à l'endroit des musulmans chez Radio Courtoisie. Un dernier mot. Oh, ça dépend. Ça dépend des émissions. Pas chez Guyot Janin, c'est vrai. Et pas chez Barroso. Un dernier mot, Eugène. Oui, ça sera pour dire au revoir. Oui, on ne sera pas les Palestiniens de l'Europe. Mais j'espère pas. Non, on peut l'espérer. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ni les Serbes du Kosovo d'ailleurs. Et nous vous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.